Bonjour à toute la communauté du Carrefour de Réussite. Je suis heureux de vous retrouver avec Thomas Danzambourg. Bonjour Thomas. Bonjour. Je suis vraiment heureux de pouvoir vous interviewer et de pouvoir partager avec la communauté du Carrefour des Réussites ce que vous avez à partager. L'un de vos livres s'appelle Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et je me demandais pourquoi est-il important d'apprendre à s'écouter vrai, par rapport à justement la question d'être avec les autres tout en restant soi-même. Oui, cette question être avec les autres en restant soi-même est le sous-titre de mon livre. Il s'agit donc bien d'être avec les autres, c'est la première proposition, mais sans pour autant oublier d'être soi. Et si mon titre s'appelle de façon qui peut paraître peut-être un petit peu provocante, Cessez d'être gentil, soyez vrai, et j'invite vraiment les gens à être authentiques, à être sincères dans le respect de l'autre, dans l'attention pour l'autre, dans le tact vis-à-vis de l'autre. Parce que j'ai pu observer que beaucoup de violences viennent de ce qu'on manque d'attention ou de tact aux autres, ou bien que l'on se manque à soi-même d'attention et de tact et que l'on refoule des choses qu'on aurait besoin de dire, des colères qu'on aurait besoin de préciser, des désaccords qu'on aurait besoin d'indiquer. Et donc nous avons, la plupart d'entre nous, besoin d'apprendre à être vrai, et heureusement, ça s'apprend. Alors, par rapport au fait de s'écouter, est-ce que l'on est obligé de frôler la mort ou de perdre son emploi ou de faire une dépression pour commencer à s'écouter? Pourquoi généralement on attend le pire moment de sa vie pour commencer à apprendre à s'écouter? Ce que vous observez est très juste et que souvent on attend un coup sur la tête, une catastrophe, un deuil, un accident de santé ou un accident de voiture pour tout d'un coup se remettre en question, comme si ces circonstances de vie malheureuses nous contraignaient à nous asseoir dans l'intimité avec nous-mêmes, parfois sur un lit d'hôpital, pour commencer à discerner. Et sans doute que bien des personnes qui ont traversé des épreuves comme ça ont pu en tirer un bénéfice en termes d'éveil, de connaissance de soi, de pacification. Cependant, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de souffrir pour grandir. Nous pourrions apprendre anticipativement. Et c'est bien le propos de mon premier livre, Cessez d'être gentil, soyez vrai, mais aussi de tout mon travail, c'est de donner des clés aux personnes pour quitter leur enfermement dans des habitudes de fonctionnement qui peuvent se révéler malheureuses, contraignantes, parfois même infernales, et ouvrir leur discernement pour vivre une vie plus heureuse. Et il faut accepter sa responsabilité par rapport à justement au fait de s'écouter, et ça aide à la communication, à l'échange gagnant-gagnant avec les autres. Est-ce que c'est pas une manière de se rabaisser par rapport à l'autre, le fait de commencer à accepter sa part de responsabilité? S'abaisser, je ne le vois pas comme ça. Au contraire, c'est l'occasion d'une vraie force de montrer sa vulnérabilité. J'ai ma part de vulnérabilité comme tout être humain. Curieusement, et je le montre dans mon livre, c'est en acceptant cette part de vulnérabilité que l'on trouve sa vraie force, sa vraie puissance de vie, sa vraie fantaisie, sa vraie générosité. Alors que quand on s'accroche à une espèce de façade qui n'est pas vraie, qui sent un peu le toc, le chiquet, si je peux prendre l'expression, alors on est très fragile. Dès qu'il y a une critique, on est démonté, le décor s'écroule. Nous avons donc besoin de connaître notre vulnérabilité pour ne pas en avoir peur et sentir qu'on peut compter à côté de la vulnérabilité sur de la force. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et là, il y a une grande conjonction à l'intérieur de nous. C'est la première alliance, au fond, à faire. Si nous voulons une alliance avec l'autre, nous avons besoin d'abord d'apprendre à faire alliance avec nous-mêmes. Et jusqu'ici, ces processus et ces clés ne sont pas fournis dans nos éducations. On ne trouve pas ça dans les cours d'école, encore moins à l'université. Et donc, je souhaite bien sûr qu'un jour, ces clés de connaissance de soi soient un élément de l'éducation de tout citoyen. L'homme en général est conditionné. Par exemple, on dit les hommes ça ne pleure pas. C'est montrer une part de vulnérabilité quand un homme pleure. Pourtant, tous les hommes pleurent ou ont le droit de pleurer. Alors, pourquoi doit-on tomber le masque aujourd'hui? Je pense que nous avons besoin profondément, nous le sentons, de vivre des relations vraies, authentiques, profondes, fécondes et fluides. Nous sommes fatigués des relations de surface qui sonnent faux. Nous sommes fatigués des relations qui ne débouchent sur rien, qui n'ont aucune fécondité, qui tournent en rond. Nous sommes fatigués des relations qui achoppent systématiquement, qui frictionnent. Nous avons besoin de développer plus de compétences. Nous arrivons bien à bien jouer au tennis, à bien jouer au football, à bien skier, à bien parler l'anglais ou l'allemand, à bien conduire sa voiture. Nous avons des tas de compétences d'apprentissage et pour exercer un talent et grandir avec ça et en avoir le plaisir.
pourquoi ne ferions-nous pas de l'apprentissage de la relation? C'est bien ça l'idée, la relation, ça s'apprend. Et je peux en témoigner, j'ai fait un métier de relations humaines pendant une bonne partie de ma vie. J'étais avocat, donc en lien avec beaucoup d'émotions, beaucoup de situations difficiles, pénibles. Eh bien, j'ai pas reçu un cours de gestion des émotions, pas un cours d'écoute, pas un cours de compréhension de la mécanique de la relation humaine, ce qu'on appelle aujourd'hui l'analyse systémique, le système relationnel qui s'instaure entre personnes en lien, un couple, une famille, une équipe de travail. Comme avocat, j'avais été purement éduqué pour faire des contrats, faire des plaidoiries, faire des recherches, mais pas pour être à l'écoute, disponible, empathique, bienveillant, et tenter ainsi de comprendre l'humain devant. Et je vois aujourd'hui dans les formations que j'anime depuis plus de 20 ans, combien des gens compétents dans l'acte de faire, des médecins, des chirurgiens, des managers, des gérants, des ingénieurs qui peuvent construire des ponts ou des buildings immenses, eh bien, ils sont compétents dans le faire, mais ils viennent parce qu'il leur manque des compétences dans l'être et dans l'être ensemble. Et voilà, donc nous avons besoin d'apprendre ça parce que la société nous montre combien, et de façon cruelle, les citoyens d'aujourd'hui ont besoin d'apprendre à gérer leurs sentiments, gérer leurs émotions, gérer leurs frustrations, bien connaître quand le taux de frustration devient excessif et qu'il pourrait passer à l'acte. Et avec les récents attentats, nous mesurons combien c'est urgent qu'effectivement le citoyen sache gérer les submergements émotionnels pour ne pas faire payer aux autres son état de frustration à soi. Finalement, la connaissance de soi, c'était jusqu'il y a peu à mes yeux de santé publique et d'intérêt public. Aujourd'hui, je considère que c'est de sécurité publique. Et vous citez dans votre livre « La liberté permet la rencontre ». Comment faire pour répondre aux besoins des deux? Parce qu'on est dans une relation où on a envie que ce soit gagnant-gagnant. Est-ce que c'est toujours possible que ce soit uniquement gagnant-gagnant? Ça n'est pas toujours possible. On n'est pas dans un monde de bisounours et effectivement nous avons des caractères, des personnalités, des attachements, des besoins qui sont sans doute sur la base les mêmes mais pas dans les mêmes proportions. Pour certains besoins sont très importants, pour d'autres pas du tout. Donc nous n'allons pas faire l'économie du conflit. En quoi nous pouvons nous outiller, c'est pour mieux traverser le conflit et peut-être par moments accepter que on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas et qu'on ne se respecte pas. On ne confond donc plus désaccord et désamour. Beaucoup de tensions, de misère, de souffrance viennent de ce que nous croyons que s'il y a désaccord, il y a désamour. Alors souvent on essaie de récupérer l'accord de l'autre en lui imposant notre façon de voir pour qu'il se soumette, ou nous-mêmes nous nous soumettons en disant bon d'accord, tu as raison, et on achète une espèce d'ersatz de connivence qui est évidemment fausse. Donc je crois que nous avons besoin de dépasser ces peurs et d'accepter que parfois on ne trouvera pas la solution gagnant-gagnant. Ce que moi j'observe dans l'accompagnement des personnes en tension, en conflit, c'est que si l'on manifeste de l'empathie, de la bienveillance, de l'acceptation pour le fait que l'autre est autre et qu'on ne sera pas forcément d'accord, assez souvent une sorte d'alchimie se fait et qui fait qu'on ne sera peut-être pas d'accord ce soir ni demain, mais dans les jours qui vont suivre, l'estime qu'on s'est témoignée va prévaloir et faire qu'on va peut-être inventer une troisième voie qu'on n'avait pas vue. Et ça me donne vraiment confiance dans l'intelligence collective. Il y a plus d'intelligence dans deux personnes qui s'écoutent et qui tentent de se comprendre que dans deux personnes qui s'agressent pour avoir raison. Alors, dans cette relation qui est parfois gagnant-gagnant, qui est parfois gagnant avec quelqu'un qui va plutôt faire une concession, comment apprendre à maîtriser la manipulation affective qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, existe également dans le monde professionnel? Vous citez un exemple dans votre livre, « Je suis déçu quand je vois votre rapport », sous-entendu le rapport au travail, donc le rapport que quelqu'un a rédigé. Comment apprendre à maîtriser cette manipulation affective? Soi-même en développant plus de force intérieure, plus d'estime de soi. Ça ne tombe pas du ciel, l'estime de soi. J'ai eu à travailler ça moi-même dans mon travail thérapeutique. Je manquais d'estime de moi et je ne le savais pas. Je pensais à m'assurer, avoir un métier qui allait bien, mes copains, mes copines, tout allait bien. Mais au fond, j'ai du mal à réaliser que je consacrais 50% de mon énergie à tenter de plaire aux uns et 50% de mon énergie à tenter d'éviter de déplaire aux autres. Qu'est-ce qui restait pour vivre? Rien, vous voyez. Et j'étais suradapté aux attentes des autres. Et c'est un mal très répandu. Je dirais 90% de la population a souvent besoin de travailler une bonne estime de soi. Et ça, c'est une clé fondamentale, justement, pour rencontrer ce que vous évoquez. Alors,
connaître le sens de ce que l'on fait est primordial pour résoudre les problèmes de fond, comme vous l'indiquez dans votre livre. Avez-vous des conseils à partager avec la communauté pour trouver du sens à ce que l'on fait, ou en tout cas trouver le sens que l'on donne à ce que l'on fait? Oui, ce sera le thème de la conférence de ce soir. Comment trouver le sens à la vie, le sens qui nous enchante. C'est peut-être rude d'entendre ce que je vais dire à l'instant lorsqu'on est soi-même dans la souffrance, dans la difficulté et dans la perte de sens. Toutefois, j'en parle comme quelqu'un qui a traversé des épreuves, des difficultés et accompagné beaucoup de personnes dans ce labyrinthe pour tenter d'en trouver la sortie. Et donc il m'apparaît que le sens de la vie est de trouver ce qui fait sens pour nous, ce qui nous enchante et ce qui donc nous rend généreux de notre joie intérieure. Je pense que nous avons profondément le besoin d'être enchantés de vivre dans un monde vivant, entouré d'êtres vivants. Je pense aussi bien aux êtres humains qu'à la nature, les animaux, les plantes, les astres. Nous avons besoin de nous sentir frémissants de vie dans un monde frémissant de vie. Et beaucoup d'entre nous réalisons bien qu'aujourd'hui, la maltraitance faite à la terre, à la nature, aux ressources, est au fond le reflet assez spectaculaire et bien sûr tragique de la maltraitance que nous faisons sur notre nature intérieure et sur nos ressources. Et que donc nous avons besoin de réapprendre à respecter ce qui est vivant en nous pour pouvoir respecter ce qui est vivant autour de nous. C'est des apprentissages d'une société en transition. On sent bien que nous sommes en pleine transition et je pense que c'est donc citoyen de démarrer la démarche écologique par soi-même, par ce travail sur soi. Des outils existent, ils sont nombreux. Malheureusement, ils sont encore largement ignorés du grand public, mais des outils très nombreux et performants existent pour cette transformation. Donc on en revient à commencer à s'aider soi-même avant de pouvoir aider les autres et le monde qui nous entoure. C'est ce que je crois, et c'est vieux de sagesse immémoriale. En tout cas, Socrate nous le rappelait, connais-toi toi-même. Mais le Christ aussi, qui est quand même, si pas Dieu pour tout le monde, en tout cas un sage, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus, nous disait aime-toi toi-même, sinon comment veux-tu aimer les autres au fond. Cet état de bienveillance avec soi qui est contagieux, qui est rayonnant, qui laisse un sillage autour de soi. Et apprendre à bien s'aimer, c'est-à-dire à dépasser les jugements, les accusations, la culpabilité et les pensées négatives sur soi. De nouveau, ça ne tombe pas du ciel. J'aime l'expression du jardinage. Ceux qui jardinent savent qu'on ne va pas obtenir des fruits et des légumes du jour au lendemain. Mais si on prend soin, petit à petit, ça pousse. Eh bien, merci Thomas Danzambourg de nous avoir accordé cette interview et ce partage. Donc on va apprendre à réenchanter le monde ce soir avec votre conférence. Et donc c'est chaque jour, si on fait une petite chose, eh bien on pourra forcément obtenir des résultats à grande échelle, tous ensemble. J'en suis convaincu parce que c'est contagieux. Les dernières recherches de physique quantique réalisent bien que nous sommes interconnectés. Entre nous, c'est pas du vide. Erwin Laszlo, le chercheur, nous dit nos cerveaux font des vagues. Nos cerveaux font des vagues. Nous sommes comme un téléphone portable. Nous émettons et nous recevons. Et donc nos états de conscience à nous, s'ils sont joyeux, ouverts, poétiques au sens de créateur, ça crée des nappes, ça transforme. Donc je pense que nous avons intérêt, et que c'est citoyen, d'apprendre à élever son discernement, sa conscience pour dépasser les frictions. Des frictions, il y en a. Des agacements, il y en a. Des irritants, il y en a. Mais comment pouvons-nous faire pour aller au-delà de ça? Il ne s'agit pas de les nier. Il s'agit d'apprendre à les traverser utilement, de façon féconde. Voilà. Merci beaucoup et bonne conférence. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne YouTube et rendez-vous sur carrefourdesreussites.com pour recevoir vos invitations à de nombreuses webconférences organisées par le Carrefour des Réussites.